Dépendance, soins palliatifs, euthanasie, comment accompagner la fin de vie? Maître Triomphe, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes l'avocat des parents de Vincent Lambert. Je regardais la réflexion d'un de nos auditeurs. Le feuilleton Fin de vie, soins palliatifs, euthanasie. Ces mots nous sont presque devenus familiers tant il est vrai qu'ils nous ont été rabâchés depuis plusieurs années. Il y a eu l'affaire Imbert, il y a depuis 2 ans la douloureuse affaire Vincent Lambert, ce tétraplégique de 38 ans en état post-relationnel. Le cas Vincent Lambert est devenu une affaire, il n'aurait jamais dû en être une. De façon générale, quel est le discours qui domine ? Tous ceux qui le souhaitent peuvent demander à mourir, celles et ceux atteints de maladies graves, maladies de Charcot, Alzheimer, les traumatisés crâniens, les handicapés. C'est un droit, c'est surtout un devoir que de le dire. Aller contre ce droit à mourir dans la dignité, nous dit-on, c'est faire régresser la société. Au-delà du discours habituel, existe-t-il d'autres avis que ceux maintes fois entendus ? Il en existe en effet, bien loin de la norme médiatico-parisienne. Si on ne les a pour ainsi dire pas entendus, c'est parce que beaucoup estiment que les médias et les politiques ont dès le départ kidnappé ce sujet pour l'orienter dans une seule direction. Nous nous sommes rendus dans la banlieue de Strasbourg, à la rencontre des professionnels d'une maison de santé. Vous allez le voir, vous allez l'entendre. Les témoignages que nous avons recueillis n'ont pas grand-chose à voir avec le discours habituel sur l'euthanasie et sur les personnes victimes de cérébrolésions. Dans l'établissement où nous avons été accueillis, il n'est question ni de politique, ni de religion. Le débat se place sur le principe d'un devoir d'humanité. Jeudi 12 février, le docteur Bernard Jeanblanc nous a donné rendez-vous dans le service qu'il dirige. Alors, ici, pour vous accueillir dans le service, vous avez ici la déclinaison de ce qu'on entend par unité de vie spécialisée et ce tableau qui a été réalisé par l'équipe. Partage, patience, cohésion, place des malades, place des familles. Le ton est donné par quelques mots écrits simplement sur du papier. Bernard Jeanblanc, ici aux côtés de Marie Masson, dirige une unité pour polyhandicapés et une unité de vie spécialisée pour les post-relationnels. Nous sommes ici à la maison de santé de Bethel, à Oberhausbergen, 10 minutes du centre de Strasbourg. Un établissement privé pour s'occuper de cette unité où résident 10 patients en état de conscience altérée, une équipe d'infirmières et d'aides-soignantes. Nous les retrouvons en réunion de travail. Du coup, on continue encore faire peut-être quelques jours les bandages, vaseline, compresse, ouais. Et après, le changement de matelas, ça fait Je pense qu'il n'y aura plus besoin de le faire longtemps. Sincèrement, on va pouvoir le laisser aller. Les patients présents dans ce service sont tous des Vincent Lambert. Tous sont dans un état post-relationnel. Des patients qui, depuis des chocs divers, accidents de la route, accidents cérébral, sont dans un état de conscience minimal, mais conscients de leur environnement. À la différence de Vincent Lambert, ces résidents n'ont pas été placés dans un centre de soins palliatifs, on s'occupe d'eux, activement, en permanence. Ces derniers sont accompagnés, soignés, rééduqués. On les sort de leur lit, on les promène à l'extérieur, bref, des patients choyés par le personnel, choyés et les familles le sont tout autant. La famille, c'est d'abord que vous lui demandez qu'il nous voit nous envoyer vers vous. Oui, d'abord, oui. J'ai un qui prennent contact après. Parce qu'après, on est quand même un peu en porte-à-faux quand la sœur nous appelle. Ici, on est dans une unité de vie, on s'attache beaucoup aux gens, on s'investit beaucoup.
On cherche beaucoup à savoir comment est-ce qu'ils étaient avant pour justement pouvoir les suivre plus loin, essayer de préserver au mieux leurs habitudes d'avant, que ce soit s'ils aimaient la musique, s'ils aimaient des soins particuliers, ou s'il y avait des choses qu'ils n'aimaient pas, des gens qui n'aimaient pas qu'on leur touche les cheveux, qu'on leur touche le nez. Voilà, c'est des choses toutes bêtes, des choses toutes simples, mais voilà, ça se traduit comme ça. Et puis on les suit aussi longtemps qu'on peut. Je tiens à vous montrer à quel point on n'est pas dans un hôpital, mais vraiment dans un lieu de vie. Et les chambres qu'ont les personnes que nous accueillons sont des chambres qui sont leur espace de vie et qui sont très personnalisées. Et les familles créent là un lieu qui est leur lieu d'intimité, de retrouvailles. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Monsieur, je voulais juste vérifier votre ballonnière au niveau de la canule. Ouais. J'ai changé. Ça va, vous n'êtes pas encombré apparemment? Non. Nous ne sommes pas dans un hôpital, en effet. Les chambres sont des espaces clairs, ouverts et aérés. Lâchez le sang, hein. Bonjour. Je peux juste me passer une bavette derrière toi, maman. Un peu plus loin, de l'autre côté du couloir, une pièce spécialement destinée au bien-être des patients. Alors ici, c'était initialement une salle de bain. On a préféré la renommer espace bien-être parce que c'est un lieu où les soignants vont certes faire des soins d'hygiène, mais en dehors de toute notion d'hygiène, ils peuvent très bien être amenés à faire des soins de bien-être avec l'utilisation de l'eau, des lumières colorées qui peuvent être adaptées à chaque patient. C'est un espace où on va utiliser des huiles essentielles pour provoquer des belles odeurs. On va utiliser la musique choisie pour un patient donné, une personne donnée. Tout est donc organisé de manière à accompagner le patient, à le porter dans son handicap. Dans la maison de Bethel, on s'adresse à ces patients comme à n'importe quel autre. C'est une question d'humanité. Pour chacun, on arrive à déceler la façon dont ils s'expriment. Il y a certaines personnes, quand par exemple on leur fait la toilette, on peut voir des larmes. Pour certains, c'est des soupirs. Pour d'autres, des regards. Enfin, on sent qu'il y a des choses qui se passent entre eux et nous. Voilà, c'est ça en fait, c'est qu'il n'y a pas de mots. Ils nous répondent sans les mots, mais ça se passe par des attitudes, ça se passe par des regards, par des soupirs ou des crispations, des changements de teint, voilà. Des sourires. Des sourires. Pour ces aides-soignantes et infirmières que nous avons rencontrées, les patients sont, en dépit de leur handicap sévère, des personnes bien vivantes, méritant toute leur sollicitude. Philosophie de la maison, on ne peut pas considérer ces patients comme atteints de maladies incurables. On ne sait pas exactement ce que veut le patient. C'est ça, on ne peut pas décider à la place d'eux. N'importe qui, maintenant moi j'ai un accident, je ne voudrais pas être dans cet état, c'est sûr. Mais on a des patients chez nous, on le voit, qui luttent, qui ont envie. Vous sentez ça, vous le voyez? Oui. Par exemple, un cas d'une patiente qui, il y a quelque temps, faisait beaucoup de crises, avec hypersudation, des crises neurovégétatives, avec tremblements, etc. On voyait qu'elle avait envie je ne sais pas trop comment l'expliquer, de se battre. De se battre, oui. Comment vous le voyez, ça? Par ses regards, surtout. Ses regards. Cette patiente, on arrivait à communiquer avec elle par le clignement de Dieu. Donc un clignement, c'était oui, et plusieurs, c'était non. Donc, dans les moments où elle était présente, encore, elle pouvait nous dire qu'elle avait envie. On sentait cette force encore de vie, vous voyez. Et là, le traitement était adapté, depuis ça va mieux, et c'est pas de l'interprétation. Interprétation, il en a beaucoup été question dans le dossier de Vincent Lambert. Rappelez-vous, le docteur Jean Blanc a souhaité revenir sur cette affaire avec nous, une affaire particulièrement choquante car, selon lui, instrumentalisée par la presse. Ce qu'on a entendu nous a effrayés, à savoir qu'on est dans une période où on considère que ces personnes en état végétatif ou post-irrelationnel ne sont plus des personnes. On a pu entendre et lire de la bouche d'éminents éthiciens, comme Véronique Fournier par exemple, pour ne pas la nommer, dans des propos qui ont été repris dans un article célèbre d'Éric Favreau dans Libération, en disant « Vincent Lambert n'est plus une personne, il est gommé ». C'est absolument intolérable.
on est aux portes de la barbarie. Oui, absolument. Considérer que ces personnes ne sont plus des personnes, on est dans d'abord une dépersonnalisation et pourquoi pas aller jusqu'à la déshumanisation. C'est totalement intolérable. C'est une manière pour vous de nous dire le discours actuel, le discours du moment, est faussé. Il est totalement faussé. Il est totalement faussé. Il n'y a pas, et je ne suis pas le seul à le dire, mes collègues qui travaillent dans des unités identiques à la nôtre sont dans la même situation que moi. C'est exceptionnel. En 30 ans, je n'ai jamais entendu d'une seule famille réclamer l'arrêt des soins. Jamais, jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Et de plus, à contrario, nous vivons un accompagnement aussi, un engagement des familles qui n'a aucune, disons, qui dépasse largement ce qu'on peut voir dans d'autres structures, à savoir une exigence de tous les instants. Cet avis est également partagé par le docteur Xavier Mirabel. Nous l'avons rencontré à Lille. Il a accepté de répondre à nos questions. Docteur Mirabel, merci de nous recevoir à votre domicile. Quelle lecture vous faites de tout ce qu'on dit, de tout ce que les médias disent en particulier? Écoutez, j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a une pression médiatique, politique extrêmement forte en faveur de l'euthanasie. Et on a subi, on a reçu comme une espèce de tsunami un certain nombre d'histoires douloureuses, personnelles. On pense à Vincent Humbert, on pense à Chantal Sébir, il y a d'autres. Pensez-vous que le débat est faussé? Ouais, clairement, je pense que le débat est faussé. Je pense que le débat surfe sur l'émotion par un certain côté, et puis d'un autre côté, on ne dit pas les choses clairement, on ne met pas sur la table les vrais enjeux. Aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est celui de la solidarité envers les personnes fragiles, c'est celui de savoir s'il y a encore quelque chose à faire pour aider, pour soutenir, pour consoler, pour rassurer, pour soulager. Que dites-vous à ceux qui disent c'est inhumain de laisser quelqu'un mourir et souffrir à petit feu, il vaut mieux l'aider à partir? Mais je suis absolument scandalisé que quelqu'un imagine laisser mourir à petit feu qui que ce soit sans soulager. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de nous faire croire qu'on puisse laisser quelqu'un souffrir sans essayer de l'aider? Parce que ça n'est pas le cas. C'est comme, évidemment que j'espère que chaque personne qui est profondément souffrante va trouver des soignants qui vont s'engager, se défoncer pour essayer vraiment de le tirer d'affaire, d'apporter une réponse, d'apporter des solutions. Donc personne ne veut laisser souffrir. Enfin, c'est absurde. Donc quand on dit ça, on cherche, à votre avis, à manipuler les esprits? Je pense que c'est manipulateur et que ça cherche à susciter la peur, oui. Et que ça peut marcher, et que ça marche. Je pense qu'il y a des vraies peurs sous-jacentes à tout ça. Il y a bien sûr la peur de la souffrance, il y a aussi la peur de l'acharnement thérapeutique, la peur d'une médecine toute puissante, la peur d'une médecine qui va parfois trop loin. Et évidemment, personne ne veut mourir dans les mains d'une médecine déraisonnable. On est tous d'accord, je pense, pour récuser une pratique médicale excessive. Donc il y a des réalités effectivement qu'il faut combattre, mais sur la question faut-il laisser souffrir quelqu'un sans rien faire, enfin c'est insupportable de se voir lancer cet argument à la figure, de faire croire ça. Oui, et puis aussi d'accuser ceux qui défendent les soins palliatifs, ceux qui défendent l'accompagnement de la fin de vie, de vouloir laisser souffrir une personne. Enfin, il n'a jamais été question de ça, et heureusement. On manque d'unités de soins palliatifs en France? Oui, alors là, si nos députés veulent se bouger un petit peu, là, il y a vraiment une très bonne idée pour eux, c'est d'aller voir dans leur circonscription si chacun a accès aux soins palliatifs. Et plutôt que de légiférer pour nous proposer la piqûre létale ou la sédation terminale ou le suicide assisté ou des tas de choses, il serait vraiment utile qu'ils s'engagent très concrètement pour défendre pour chacun de leurs concitoyens, chacun de ceux qui les ont élus, un accès aux soins palliatifs de qualité. Là, il y a du boulot, hein. Les inégalités sont vraiment flagrantes et c'est inadmissible. Qu'est-ce qui permet d'avoir des doutes sur l'objectivité des débats? Eh bien, cet élément par exemple. Cet élément tout à fait surprenant. L'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens
n'a jamais été auditionné par la mission parlementaire d'Alain Claes et de Jean Leonetti, malgré plusieurs demandes. À 2 reprises, nous avons tenté de prendre contact avec le député Jean Leonetti. Nous n'avons jamais eu de réponse à notre demande d'interview. Ce débat intervient dans un contexte particulier. Est-ce que vous pensez, docteur, qu'il y a une ambiguïté volontairement entretenue en ce qui concerne la sédation profonde ou continue? Je pense qu'il y a pas mal d'ambiguïté autour de cette notion. Volontairement entretenue, à votre avis? À mon avis, il y a une confusion volontairement entretenue, oui. Pour quelle raison? Ouais. Parce qu'en fait, le texte Leonetti-Claes, me semble-t-il, entrouvre la porte plus largement à une pratique de cette sédation qui serait une forme de suicide assisté. Et comme on ne veut pas le dire, on manipule les idées en parlant de sédation, etc., alors qu'il s'agit d'autre chose, que ça va plus loin. La sédation, telle que la définissent les médecins, les soins palliatifs, c'est une pratique qui est courante, qui est éthique, qui est légitime, mais qui est aussi une pratique qui passe par un consentement du malade, bien sûr, par une réversibilité, par une proportion, par une attention du soignant à ne pas précipiter la mort, mais à simplement permettre un vrai repos et un sommeil dans les périodes où la souffrance pourrait être intense sinon. Vous n'avez pas du tout le sentiment de faire un travail inutile? Non, du tout. Du tout, parce que finalement, voilà, les gens qui sont arrivés ici, c'est ce que personnellement j'appelle un peu des cabossés de la vie, qui n'ont pas eu de chance à un moment donné, et puis et voilà, aujourd'hui ils sont très lourdement marqués parce qu'ils ont vécu, mais on les accompagne aussi bien qu'on peut en leur apportant tout le confort possible. Que se passerait-il si une loi décidait d'éliminer toutes les personnes en situation de grande vulnérabilité, incapables d'exprimer leur volonté? Par ailleurs, ne cherche-t-on pas à faire des économies? On peut légitimement se poser la question car en effet, ces patients sont pris en charge à 100% par la collectivité. Il existe 300 unités de ce type en France, de 6 à 10 lits, des unités qu'il coûte cher de mettre en place. Beaucoup plus grave au final, ne cherche-t-on pas à désacraliser la vie humaine? La vie conditionnée par la conscience. Parce qu'une personne atteinte de lésions cérébrales sévères, voire irréversibles, n'a plus de relation avec son entourage, elle n'aurait donc plus sa place dans la société. On doit donc l'aider à mourir. Sous prétexte qu'une personne n'a pas demandé à être malade, qu'elle est infirme, victime d'une maladie neurodégénérative, on veut en faire une directive générale qui soit texte de loi. Dès lors, il y a de sérieuses inquiétudes à se faire pour les personnes âgées, victimes par exemple de la maladie d'Alzheimer dont on parle tant. Enfin, on a beaucoup parlé de 2 personnalités très célèbres dans le coma et en état végétatif. Durant 8 ans pour Ariel Sharon, depuis plus d'1 an pour Michael Schumacher. De ces 2 personnages, il n'a jamais été question d'euthanasie et les soins intensifs dont ils ont pu bénéficier et bénéficient encore pour l'un d'entre eux n'ont jamais fait l'objet d'aucun débat polémique dans la presse. Pour ces 2 hommes célèbres, il n'a jamais été question d'obstination déraisonnable.